J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle série d'épisodes de podcast avec un préparateur physique, Kodak. Euh, on va vous parler de préparation physique donc, dans cette série. Voilà. Donc déjà, avant toute chose, les gars, si vous êtes passionnés de préparation physique comme moi, vous êtes au bon endroit. Vous vous trouvez dans le bon secteur. Donc voilà, vous allez vous Ah régaler. ouais, Et pour ça, je vous ai ramené vraiment un maître en la matière, Kozak. arrête. Il y a peut-être pas beaucoup de gens qui le connaissent. Donc déjà, je vais vous rediriger vers l'interview que j'avais fait de lui qui date maintenant, franchement, elle a plus d'un an. Mais Ouais, Kozak, ça fait longtemps. ouais, Kozak, comment tu vas déjà avant toute chose? Excuse-moi, je te balance le jardin Franchement, je là. vais Comment bien. tu vas? Franchement, je vais bien, hein. Tout va très très bien. Très heureux d'être sur ce podcast-là. Très heureux d'avoir reçu cette invitation de ta part. On va essayer d'être à la hauteur de ton audit, Ah, je j'en doute pense. pas. J'en doute pas. Vu le travail que tu fournis, ben, comme on l'a dit dans l'interview, tu t'es expatrié, t'es aux Émirats, tu vis plus en C'est France. ça. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller écouter le podcast où il explique son parcours. C'était un préparateur physique qui a commencé, qui était au MMA Factory, voilà, sous les ailes de Smart Fight, Fernand Lopez. Donc voilà. Mais allez regarder l'interview. À l'époque où le MMA, c'était pas encore légal et que ça venait juste de sortir et de commencer à prendre de l'ampleur en France, on va dire. Ouais. Eh ben, C'était écoute, c'était un gros virage. ouais, on pourra éventuellement faire un épisode sur l'évolution du MMA et toi qui a connu vraiment les prémices du MMA avant la légalisation, qui a vu l'arrivée de Cyril Gann, Francis Ngannou. Enfin, on pourra faire des vidéos là-dessus. Ce sera très intéressant. Mais là, aujourd'hui, on arrive avec un sujet costaud, donc la préparation physique en MMA. On va vous parler des fondamentaux. Euh, moi, j'ai envie de La base. Ouais, la base, La en fait. base. Moi, j'ai envie de te lancer sur une question pour les personnes comme moi qui s'y connaissent pas plus que ça. La préparation physique, c'est quoi, en fait? Alors, comme tu l'as dit, je pense que c'est intéressant de poser les bases, de poser les fondements. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la préparation physique, on en entend parler partout. C'est quelque chose qu'on entend parler partout. Les préparateurs physiques, il y en a maintenant. Alors là, à l'appel, à la demande, t'en as partout. C'est vrai que faut savoir que préparateur physique, c'est pas réellement c'est pas réellement un métier qui a, entre guillemets, qui a une réelle reconnaissance. Si on doit parler au ministère des Sports français, ça rentre dans tout ce qui est la sphère entraîneur, coaching. Ça veut dire qu'il y a plein de personnes qui vont entre guillemets, s'auto-déclarer préparateurs physiques, mais qui au final n'ont pas réellement la valise, ou en tout cas les outils qu'a un préparateur physique. C'est pour ça que je pense que c'est un terme qui est utilisé un peu partout maintenant, mais pas forcément d'une manière juste. C'est-à-dire que on est dans un contexte actuellement où tu as énormément de personnes qui proposent justement euh, du contenu préparation physique, des conseils préparation physique, mais qui restent quand même très vagues. En fait, il y a plein de personnes qui disent, mais en fait, la préparation physique, c'est quoi réellement? C'est quoi la différence avec la musculation? Pourquoi est-ce que maintenant et pas avant, on n'entendait pas parler autant avant que maintenant? Et la réalité, c'est qu'en fait, le métier de préparateur physique, quand tu regardes, euh, là, par exemple, j'étais amené à échanger avec un préparateur physique ici aux Émirats, c'est Alain Quintalet. Je l'avais connu en France, c'était l'ancien préparateur physique de l'équipe de hand, tu vois. D'accord. Donc l'équipe de hand qui avait tout perfait, tu vois, qui avait super bien perfait. Et il me disait, mais tu sais, moi, à la base, j'étais entraîneur d'athlètes, tu vois. Et ensuite, je suis passé sur de la préparation physique parce que, entre guillemets, bah, j'avais pas forcément attrait à avoir ces responsabilités-là de coach principal et je m'intéressais de plus en plus à la sphère physique, donc je suis passé en préparation physique, tu vois. Donc la préparation physique, qu'est-ce que c'est? Réellement, tu es sur la valence physique, la valence du développement des qualités physiques des athlètes. La préparation physique, en elle-même, ça reste du domaine de l'entraînement, et donc plus particulièrement de l'entraînement physique.
tes qualités physiques. À la différence de un coach en musculation, euh, va avoir avec ses clients des objectifs qui vont être des objectifs principalement, hein, je vais être vague, mais un client qui va voir un coach, il veut de la perte de poids, de la prise de masse. Un préparateur physique, c'est pas réellement ça. Préparateur physique, en général, tu vas voir un préparateur physique quand tu as envie d'augmenter ton explosivité, d'augmenter ton endurance, d'augmenter ta force. Donc, c'est vraiment des qualités physiques qui sont dissociées. Et à ce moment-là, tu as besoin d'un préparateur physique. À ce moment-là, tu as besoin de connaissances dans la préparation physique. D'accord. Donc, la préparation physique, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, elle a une place essentielle dans la performance, à la différence d'avant, où, entre guillemets, tu avais des coachs qui avaient plusieurs casquettes, qui aussi avaient cette casquette-là de préparation, de préparateur physique. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui délèguent justement ces casquettes-là. Donc, tu verras que dans tout grand staff de grande équipe, en général, il y a des préparateurs physiques. Donc, des personnes qui s'occupent principalement du développement des qualités physiques chez les athlètes qu'ils encadrent. Et où tu verras que plus ça va avancer et plus tu vas voir que les casquettes qu'avaient les coachs à l'époque vont se dissocier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as le coach principal, tu vas potentiellement avoir des assistants coachs, tu vas avoir le préparateur physique. Maintenant, tu commences à avoir de plus en plus de préparateurs mentaux. Tu vois. Donc, en fait, toutes les casquettes que le coach, Aussi. c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que toutes les casquettes que le coach à l'époque avait, maintenant, ça commence à se dissocier. Il va aller déléguer ces responsabilités-là. Donc, quand tu es préparateur physique et tu es responsable de cette dimension-là, préparation physique, tu es responsable du développement des qualités physiques chez tes gars, chez tes athlètes. Bien entendu, avec un cahier des charges assez rigoureux. Je pense que c'est intéressant aujourd'hui de poser les fondements et les bases de ce que c'est la préparation physique, ce que c'est l'entraînement en réalité, justement pour savoir si euh, en face de vous, vous avez quelqu'un qui connaît son métier, quelqu'un qui tricote. Parce que C'est important. la préparation physique, donc, de ce que je comprends, ça s'adresse déjà aux athlètes, en fait. Ça s'adresse aux athlètes, mais peut-être à des personnes aussi, je crois que j'avais entendu un petit peu, qui préparent des concours pour être policier, militaire, peut-être, où il y C'est a ça, des épreuves physiques. Mais voilà, une c'est ça. personne comme moi, par exemple, qui va en salle régulièrement, elle ne fait pas de la préparation physique. Voilà. Ça c'est pour partie du côté du public, mais du côté coach, quand on va donc suivre un cursus scolaire, passer le BPGEPS, tout ça, quand on sort, qu'on est diplômé, qu'on peut aller dans une salle ou faire du coaching, tu vois, personnalisé, ce n'est pas de la préparation physique. La Non, préparation non, physique, ça, est-ce que ça s'apprend aujourd'hui? bien sûr, bien sûr. Il y a une formation aujourd'hui, on a aujourd'hui Il les y a, il y préparateurs a, physiques, ils font des diplômes. il y a des formations qui sont disponibles. Ok. Il y a des formations reconnues d'État qui sont disponibles. Donc, ta valence préparation physique, aujourd'hui, tu peux l'obtenir de manière totalement légitime. Moi, je Mhm. vais donner un exemple. Moi, mon cursus, c'était le cursus classique de tout le monde, hein, en général, qui est dans le sport. J'ai fait ma licence, j'ai pris la spécialité entraînement. J'étais à l'INSEP. À l'époque, j'avais pris ma spécialité entraînement MMA. Je me rappelle que à l'INSEP, on m'avait dit, mais MMA, c'est pas légal, c'est pas encore reconnu. C'était à l'époque où, comme je te disais, ça commençait à monter. Puis ensuite, j'ai fait un master en expertise de la haute performance. Et à ce moment-là, tu prends la valence, en plus de préparateur physique, tu prends la valence de sport scientist, scientifique du sport. Parce qu'on va t'apprendre à comment utiliser du matériel scientifique à des fins d'optimisation, de préparation physique et potentiellement aussi de réhabilitation et réathlétisation. C'est-à-dire qu'un préparateur physique aujourd'hui, dans un staff de haut niveau, il est capable d'aller optimiser physiquement les athlètes, mais il est aussi potentiellement capable, s'il a cette valence-là de réathlétisateur, de les faire revenir de blessures et donc d'aller épauler le staff kinésithérapeute, médical, sur le retour des athlètes à leur activité. Tu vois. Donc, quelque chose Ouais. qui s'apprend, bien sûr. C'est pas quelque chose qui s'invente. Que bien entendu, il y a des formations qui sont proposées. Maintenant, il y a des formations d'État qui sont reconnues. Parce que la réalité, c'est la suivante. Aujourd'hui, tu peux te former en ligne. Maintenant, il faut qu'il y ait un équilibre entre
les connaissances que tu as pu acquérir et l'expérience sur le terrain que tu as pu avoir. Aujourd'hui, il y a des C'était, personnes qui, il y a des personnes qui excellent aujourd'hui dans les connaissances théoriques, c'est des monstres, et pour autant qui n'ont pas un gros bagage pratique. Donc à ce moment-là, ben, c'est pas la même chose. Puis au contraire, tu as des personnes qui vont avoir un très gros bagage pratique, mais à ce moment-là, je trouve que ce n'est pas cohérent s'il n'y a pas derrière aussi un bagage théorique. Ça va les emmener ça va casser à la fin. il Il va y avoir des faut grosses arriver à erreurs la qui vont être balance. faites. C'est ça. Ça veut dire que réellement, voit le préparateur physique comme le chirurgien dans l'hôpital, du côté physique. C'est le chirurgien. D'accord. C'est le mécanicien de la haute performance. C'est celui qui fait de la mécanique de haute précision. Il est censé être capable de pouvoir gérer ces athlètes-là, ces athlètes à lui, du début jusqu'à la fin de la saison, de la meilleure des manières, de proposer la meilleure des planifications, de s'adapter de la meilleure des manières, de faire en sorte de les faire progresser et d'optimiser leur progression. Ça, c'est le préparateur physique. Donc non, ça ne s'invente pas d'être préparateur physique. Ok. Aujourd'hui, Et celui qui vient et que te dit, moi, je suis préparateur physique comme ça, non, ça ne ouais. s'invente pas. Et on en a parlé en privé, mais j'imagine que l'évolution de la préparation physique, elle n'a fait que évoluer en fait depuis Ah ouais, surtout dans le MMA. Alors, moi, ah ouais, je vais être focus sur le MMA. J'ai pu voir beaucoup d'athlètes faire des protocoles différents. Je regarde beaucoup aussi ce qui se fait à l'UFC Performance Institute. Enfin, voilà. Donc, j'imagine qu'aussi, il y a une perpétuelle formation, comme tu l'as dit, bien sûr, protocole formation et terrain. bien sûr. Donc, C'est voilà, ça. faut arriver. Mais bon, voilà, ça pourrait être aussi éventuellement un autre épisode d'évolution de la préparation C'est physique ça. en En MMA. fait, il y a tellement de sujets qu'on peut aborder autour de Ouais, ça. tout à fait. C'est waouh. Vraiment, on peut en Ouais. faire des épisodes et des épisodes. Et du coup, Kozak, l'évolution. Pardon. Du coup, les fondamentaux, Les combien il y en bases. a? Ouais, les bases, combien il y en a? Est-ce que déjà, on peut Alors, définir combien il y en a? Et sur quoi l'athlète, moi, il doit vraiment être focus, tu vois? Et tu dis toi, mais est-ce que tous les préparateurs physiques devraient aller avoir les mêmes bases? moi, je vais te donner. On va reprendre euh, la définition de l'entraînement. Je me souviens qu'on avait déjà eu une discussion autour de ça, mais aujourd'hui, la définition de l'entraînement, c'est une désadaptation. C'est un stress que tu vas effectuer sur le corps. Donc, ton corps va se désadapter. D'accord? Et l'objectif, c'est qu'en stressant ton corps de cette manière-là, t'espères qu'il y ait une réadaptation à un cran supérieur. Et pour ça, il faut qu'il y ait une bonne récupération, une bonne nutrition. Ça, c'est la définition d'entraînement. Donc, si tu comprends ça, tu comprends que à partir du moment où tu stresses ton corps, tu auras une réponse. Que tu fasses 10 pompes, 50 pompes, 100 pompes, 1000 pompes, tu auras une réponse. Maintenant, toi, c'est comment est-ce que tu vas organiser, excuse-moi, ce stress-là pour pouvoir avoir la meilleure réponse possible et avoir à la fin le meilleur résultat possible. Donc, tout entraîneur, moi je me souviens une fois, il y avait des personnes qui me demandaient, qui me disaient, ouais, mais comment est-ce qu'on reconnaît un bon entraîneur d'un mauvais entraîneur? Est-ce qu'on doit rester avec un entraîneur qui entraîne de cette manière-là ou non, etc. Et moi je leur ai dit, écoutez, la réalité c'est qu'il y a des règles d'or dans l'entraînement et dans la préparation physique. Moi je vais t'en donner 6. Et pour moi, la réalité c'est la suivante, c'est que tout entraîneur de haut niveau, tout entraîneur normalement de classique, mais surtout de haut niveau, se doit de respecter là ces six règles d'or. Et tu vas voir qu'il n'y a pas un entraîneur qui est un bon entraîneur qui ne va pas se retrouver sur ces 6 points-là. Le premier point, la base de la base, c'est que ton entraînement, il doit être continu. Donc le premier point que tu dois donner, c'est la continuité de ton entraînement. Ça veut dire que ça, c'est une base dans la préparation physique, dans l'entraînement. Si tu t'entraînes pendant 3 semaines, que tu arrêtes pendant 2 semaines, et que tu reprends pendant un mois, et que tu arrêtes pendant 4 mois, ça ne marchera pas. La continuité de l'entraînement, elle est essentielle. Alors, il y en a qui te feront rentrer dans la continuité de l'entraînement, personnellement, la motivation, la discipline, ce que tu veux. Moi, je te parle en tant que préparateur physique. Aujourd'hui, dans cette continuité-là de l'entraînement, tu as plein de facteurs qui rentrent. Pour que ton entraînement il soit continu, et c'est ma psychologie personnelle, il faut que tu remplisses un point qui soit primordial. Et ce point-là, je me souviens, je lisais à l'époque euh, certains
certains travaux. Un mec qui s'appelle Eric Helms, il a fait une pyramide. Je me souviens qu'il parlait de l'optimisation de l'entraînement. Et il n'avait pas tort parce qu'il disait que la base de sa pyramide, il disait que c'était l'adhérence. Et l'adhérence, c'est quoi? C'est est-ce que tu adhères à ce que tu fais? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Parce que si tu n'aimes pas ton programme d'entraînement, si tu n'y adhères pas, tu ne pourras jamais être constant et continu. Ça, c'est un premier point qui est super important. Cette continuité-là de l'entraînement, elle est primordiale. Un, on retient la continuité. Et dans cette continuité-là, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais je vais pas me perdre parce que sinon, on va en parler pendant je sais pas combien de temps. Donc, on va passer au deuxième point. Le deuxième point, qui est primordial, la deuxième règle d'or, c'est la progressivité de ton entraînement. Dire que ton entraînement, il faut qu'il soit progressif. C'est pas t'arrives, t'es tout nouveau, t'es débutant, et tu penses que c'est en tournant avec McGregor ou avec Khabib que tu vas devenir un monstre. Non. C'est pas en passant de 0 à 1000 que tu vas avoir le résultat que tu souhaites. Non. Il faut que ton entraînement il soit progressif. Il faut que tu y ailles step by step. Ça veut dire que, je vais donner un exemple tout bête. J'ai entraîné plein d'athlètes et des athlètes de très haut niveau. Des personnes qui n'avaient pas forcément peut-être un gros background en préparation physique. Mais du coup, toi, demain, tu es entraîneur, tu dis, bah moi, là, je viens de récupérer une tête de l'UFC. Donc, quand je vais l'emmener à la salle de prépa physique, bah, il va aller me faire 3 séries d'arrachés à 90, il va aller me faire 5 séries de 5 squats à 120 posés au sol. Sauf qu'en fait, tu te rends compte que le mec, son niveau, c'est zéro à la salle. Dans une salle de préparation physique, son niveau, c'est zéro. Il n'a jamais touché à ces choses-là. Donc, c'est pas parce que son niveau en spécifique, il est super élevé, que automatiquement son niveau en préparation physique, ça va être la même chose. Non. Donc, il faut que tu y ailles de manière progressive. Dans le sens, ce que je veux te faire comprendre, c'est pas parce que c'est un champion du monde que son entraînement en prépa physique, il faut que ce soit un entraînement de champion du monde. Il faut que ce soit cohérent. Il faut que ça se rejoigne. Donc, la progressivité, elle est primordiale dans ton entraînement. Si tu y vas de manière trop rapide, qu'est-ce que tu risques de faire? Chose qui peut potentiellement te ruiner, mais tout simplement, tu risques de te blesser. Aujourd'hui, je trouve que c'est un point qui est très, très négligé par tout ce que tu peux voir sur le YouTube Game. Les gens abordent très peu la notion de prévention de blessure. On est sur un sport, mon gars, quand tu es sur le MMA, où tu dois mixer la lutte, le grappes, le JJB, la boxe, la boxe taille. Tu as plein de disciplines dans ta semaine. Le volume d'entraînement, il est assez conséquent. Si derrière, tu ne fais pas une bonne prévention de blessure, si derrière, tu n'es pas malin dans le placement de tes séances, et tu vas te blesser très rapidement. Oh, une petite tendinite par là. Oh, un petit claquage par là. Oh, je me suis tourné le poignet par là. Donc, il faut que tu sois intelligent dans ta planification d'entraînement. Et je lance un message aux personnes qui débutent. D'accord? Les personnes qui débutent, soyez pas trop pressés. Soyez intelligents. Soyez smart, les gars. Vous rentrez dans une discipline, peu importe, que ce soit l'MMA, que ce soit la course à pied, allez-y tranquillement. Laissez le temps à votre corps de pouvoir gérer la charge d'entraînement, qui est une charge nouvelle. Parce que le muscle, il a un temps de récupération qui est beaucoup moins important que le tendon. Les tendons, les ligaments, ils ne s'adaptent pas de la même manière que les muscles. Le cartilage, il ne s'adapte pas de la même manière. Chacun, il va avoir un temps, tu vois. Donc, si toi, derrière, je sais pas, je te dis une bêtise, tu fais du street workout et tu vas faire du MMA et après, tu vas faire de la natation. Et... En fait, tu n'as aucune cohérence dans ta planification et puis tu vas pas pouvoir être continu. Tu vois, on revient au premier point. Ton entraînement, il va pas pouvoir être continu parce qu'il va être coupé par la blessure. Donc la progressivité dans ton entraînement est primordiale. Si tu vois, tu arrives, tu es nouveau et que tu vois le coach, dès la première session, il vient, il te... Est-ce qu'il a compris la notion de la progressivité? S'il sait qu'en face, c'est un débutant. Tu vois?
Tu es Mhm. avec un préparateur ou un coach. La première séance, il t'arrache. Tu vas mettre une semaine, mon pote, à récupérer de la séance que tu as fait. Est-ce que tu penses que c'est intéressant? Aujourd'hui, ce que tu souhaites, c'est t'entraîner le plus longtemps possible. C'est optimiser ce que tu fais. Alors, moi, je te pose une question. Est-ce que tu préfères t'entraîner une fois, attendre une semaine pour refaire un entraînement, ou est-ce que tu penses que c'est pas plus malin de t'entraîner 5 fois avec un volume un peu moins important, mais pouvoir t'entraîner 5 fois, prendre 2 jours, repartir sur 5 fois? Donc, tu vois, Mhm. tu as compris la notion. Cette progressivité-là, elle est primordiale. C'est super important. Et je pense que c'est un point, des fois, tu as vu, tu es dans le sport et des fois, tu as envie de tout directement. Non, mon gars, t'inquiète pas, prends ton temps. Le chemin, il est long. Le chemin, il est long. Tu viens de te lancer dans quelque chose, prends ton temps et fais attention à toi. Et là, je parle aussi aux amateurs. Les amateurs qui veulent passer pro, les gars, prenez votre temps. C'est pas parce que vous allez passer pro que c'est bon, il faut se la tuer, il faut se la buter sans réfléchir et aller à l'entraînement parce que même si tu as une blessure, tu vas t'entraîner. Non, sois intelligent. Planifie, planifie ton planning. Sois smart. Parce qu'au final, moi, je veux dire comment on reconnaît un athlète qui s'entraîne bien. C'est un mec qui est capable de combattre plusieurs fois dans l'année, sans avoir de bobo. Ce mec-là, il s'entraîne bien. C'est pas le Alex mec qui combat une Pereira. fois Alex par an. Pereira. Ah ouais. Mais tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que Ouais. le mec, le mec est capable de s'entraîner. Le Ouais. mec qui est capable de perfer plusieurs fois dans l'année, c'est un mec qui s'entraîne bien parce qu'il sait gérer cette charge Ouais, d'entraînement autour de lui. En tout cas, ouais. elle est pas contre lui. Elle lui fait pas de défaut. Et c'est super important. Et toi, en tant que coach, la réalité, c'est que moi, en tant que coach, je suis responsable de l'intégrité physique des mecs que j'ai sous ma main. Dire que si un mec il se blesse, j'ai une part de responsabilité. C'est que j'ai fait le mauvais choix ou un mauvais choix à un moment donné. Il n'était pas forcément dans son état top et j'ai voulu le pousser alors que moi, à un moment donné, ce que je faisais, c'est que j'aimais beaucoup travailler. J'avais mis en place à l'époque avec les gars du Factory, les pros, je travaillais pas mal avec la fréquence cardiaque au repos, tu vois. Je leur demandais de me prendre ça et en fait, j'essayais d'avoir ça de manière quotidienne, tu vois. Ça donne une data en fait. Et le Avec mec, quel type d'outil? Est-ce qu'on peut savoir? en fait, moi, j'utilisais les polars classiques, polars Ok. H10, les mecs, ils mettent Je leur crois que ceinture. ça se fait au réveil aussi, non? Il n'y a pas aussi C'est ça, ouais, c'est ça. Bah, une... tu peux le mettre c'est ça, tu peux te le mettre au réveil. Tu Ok. te mets au réveil, tu t'allonges, tu restes allongé 5 minutes, tu vois. Après, bien entendu, tu sais, quand tu utilises tout ce qui est matos scientifique, etc., il faut que si ce soit quelque chose de possible dans le quotidien de la tête, tu vois. Il y en a. Donc, il faut que tu sois intelligent aussi, que tu sois malin. Des fois, peut-être que tu n'auras pas le truc optimal de chez optimal, mais au moins, tu as réussi à trouver Ouais. de la data. Et tu vois, par exemple, j'avais des mecs, en fait, 50 BPM, 52, 53, 49. Donc, tu vois, moi, je trace ma ligne, tu vois, au fur et à mesure des semaines et des mois. Puis un jour, ce même mec-là, il vient et il est à 73. Ah, je peux dire, ah, c'est le capteur qui bug. Je vais gratter, tu vois. Ah, c'est bizarre, le mec est à 73 au repos, c'est pas normal. D'habitude, il est à 55. Et donc là, tu t'assois avec le mec et c'est là une valence aussi qui est très importante à prendre en compte quand tu es entraîneur et que tu es préparateur physique ou que tu es entraîneur classique. C'est que réellement aussi, tu es un manager. Parce que si tu n'as pas une bonne relation avec tes athlètes, une relation de confiance, ça ne pourra pas marcher. Donc là, tu t'assois avec ton gars, tu vois. Tu discutes, tu dis, ouais, frérot, tu commences à gratter, tu vois. Y a rien et tout, aujourd'hui, tranquille, t'as bien dormi et tout. Pas de galère, hier, t'es pas sorti, t'as pas fait la teuf. C'est en mode, tu vois, gratter de l'info, tu vois. Le mec, il dit, ouais, non, tranquille, rien, franchement. Et puis, au fur et à mesure que tu grattes, tu te rends compte que, eh ben, le gars, la veille, il s'est pris de la tête de fou avec sa femme. Et psychologiquement, il n'est pas là. Tu vois? Et en fait, tu arrives à mettre quelque chose sur cette donnée-là. Et tu dis, aujourd'hui, si je lui fais ce que j'ai prévu, Il peut pas, enfin, le il n'y stress, arrive pas. le stress. Mais en fait, non, c'est pas qu'il va pas y arriver, mais c'est que le stress que je vais lui mettre, il va être trop important. Ouais, Donc, contre-productif, viens que quoi. je baisse un peu. Ouais, voilà, contre-productif. Viens, je vais baisser, c'est pas grave. J'ai Ouais. tout mon temps. Et il y a des mecs ils sont pas intelligents. Ils pensent que charge, 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 Ouais. charge. Sauf à la fin, ça casse. À la fin, ça casse. Ouais, donc c'est vachement intéressant dans la progressivité. Cette data-là que tu viens de nous dire, elle est, en fait, elle est cruciale.
En fait, si tu Ouais, n'appliques bah en pas fait, ça, ouais, même toi, en tant tu t'as qu'entraîneur, l'aveugle, en fait. Faut que tu avances c'est et ça. t'as la tête dans Ça le veut dire cockpit, quoi, tu vois. C'est ça. Ça veut dire que, comme Ah, je t'ai dit, ok. la valence sport scientist, il faut poser de la data. Dire attention, hein, je suis pas le type de préparateur physique qui va dire tout tourne autour des capteurs et tout. C'est totalement faux. Mais moi, par exemple, je vais te donner un autre exemple. Si tu veux que je te donne un exemple par rapport à ça, moi, j'utilise des capteurs de puissance. Euh, je fais passer des tests à mes gars, des fois une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines, et je récupère de la donnée pour avoir leur état de forme. Tu sais, sur une rep, deux reps, trois reps. Et en fait, ça me permet aussi d'avoir un retour sur leur état de forme actuel. Et ça peut aussi me permettre d'avoir un retour quand ce mec-là, il est blessé pour le faire revenir au même niveau. D'accord. Ouais, ce que tu parlais de la Ça veut dire réathlétisation que tout à l'heure. l'importance de la donnée, elle est cruciale. L'importance de la donnée est cruciale. Enfin, voilà, je vais te donner un exemple, mais au foot, les mecs qui mettent, au rugby, ils leur mettent des traceurs GPS. Il y a beaucoup qui pensent que les traceurs GPS, ils les utilisent dans le seul but de savoir combien les mecs ont couru, à quelle vitesse. Nan, nan. Ok, c'est intéressant, pas de souci. Mais moi, demain, je suis préparateur physique. Là-bas, je sais que ces données-là, elles vont m'être super intéressantes aussi, le gars, quand il va se blesser. Parce que je vais savoir que normalement, sa moyenne, c'est 10 kilomètres. Donc, tant qu'il n'a pas atteint ça, pour moi, c'est pas possible pour lui de retourner au même niveau, etc. Donc, c'est super important, mais pas que. Parce qu'au final, tu as vu, j'ai utilisé ça, mais si tu parles pas et que tu t'assois pas avec le mec, avec l'athlète, et que tu n'as pas cette relation de confiance-là, tu n'auras jamais la réponse à ce que tu as besoin. C'est Tu vois. intéressant, excuse-moi de te couper, c'est super intéressant ce que tu m'as dit par rapport au rugby, parce que là, je sais pas si tu es au courant sur les combattants de MMA, à l'UFC, hein, ils sont en train de mettre en place des capteurs dans les protège-dents. Bon, justement, alors, tout le monde va penser que c'est pour savoir la puissance des frappes, mais est-ce que ce sera pas aussi pour prévenir tu vois, des blessures ou quand ils prennent un coup trop fort, on saura qu'à à ce niveau-là, tu vois, bon, à part, bien sûr, Francis Ngannou, tu vois, mais on saura, mais, tu vois, peut-être dans les plus petites catégories, savoir que, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas déterminer le menton aussi, peut-être ce serait intéressant d'en parler, ça, tu vois, mais le menton, jusqu'à quand il peut lâcher, tu vois, il y a des combattants qui ont un C'est cœur, ça, tu vois ce que je veux dire? c'est Donc ça. voilà. Ça veut dire que la data, c'est toujours Hmm. intéressant de l'avoir. C'est toujours super intéressant de l'avoir, la data. Par contre, à la fin, c'est qu'est-ce que tu en fais avec. Tu vois. Bien sûr. Si tu me sors de la data juste pour me sortir de la data, à la fin, je m'en fous que j'ai un chiffre ou pas. Par contre, si tu arrives à avoir un chiffre et me justifier ce chiffre-là, pourquoi est-ce que je fais attention à ça, eh ben, ça peut te sauver dans plein de points et ça peut t'aider à améliorer plein de points. Donc, en tout cas, sans m'étaler de fou, parce que comme je t'ai dit ça, on pourrait aussi en parler des heures et des heures, mais cette notion de progressivité, elle est super importante. Et ça, c'est important de le savoir. Vas-y de manière progressive. Et ne pense pas que c'est en t'entraînant dans le rouge tous les jours que tu vas avoir le meilleur des résultats. C'est totalement faux. Ok. Soyez intelligents, les mecs. Soyez intelligents. Le troisième point, et là on est sur un point, comment te dire, un point qui est très rarement mis en avant, si ce n'est chez le haut niveau, l'individualisation. Ça, c'est une base. Je peux pas entraîner tout le monde de la même manière. C'est pas vrai. Je dois prendre en compte les contraintes personnelles de chacun. Je dois prendre en compte le passé de chacun. Je dois prendre en compte potentiellement le poste de chacun, la morphologie de chacun. Donc Un mec, ça passe par une grosse un, recherche, ça. bah, en fait, c'est pour ça que quand tu es préparateur physique, en début de saison, il te faut de la donnée. Pendant la saison, il te faut de la donnée. À la fin de la saison, il te faut de la donnée. C'est ce qui va te permettre d'individualiser au mieux. Un mec qui est blessé au niveau du sacrum, qui s'est blessé dans le passé au niveau de la colonne vertébrale. Je ne peux pas l'entraîner de la même manière qu'un mec qui a la colonne vertébrale qui est saine. Un mec qui a déjà sorti son épaule 2 fois, je ne peux pas l'entraîner comme un mec qui a jamais sorti son épaule. Hmm. Il y a des mouvements, il y a des mouvements qui vont être plus intéressants pour certains que pour d'autres. Tu vois. Moi, demain, je te pose une question, le développé couché. Développé couché, waouh, c'est super. C'est un super polyarticulaire. OK. Je suis sérieux quand je te dis ça. C'est un super Ouais. polyarticulaire. Justement, Maintenant, pour pour raconter pour revenir, préparation physique, c'est, apparemment, c'est, maintenant, ouais, vas-y, c'est c'est ça.
Tu vois, il n'y a pas de mauvais exercice. Tout est une histoire de placement technique, de placement dans la planif. Tu vois, il y a plein de facteurs. Maintenant, je vais te donner un exemple tout bête. Développer couché. Cet exercice-là, là, tu vois, tout à l'heure, je te parlais des travaux d'Eric Helms, quand il parlait que dans la base de sa pyramide, il mettait l'adhérence. Et il a totalement raison. À un moment donné, si je ne me trompe pas, tu as dans sa pyramide, il a fait sur 6 étages. Je crois qu'au quatrième étage de sa pyramide, il disait quoi? Il disait que la sélection des exercices, elle était super importante. Et moi, je le rejoins. Parce que demain, en fonction de l'exercice que tu vas choisir, bah, tu vas optimiser telle ou telle chose. T'as ton mec, il a des super longs bras. Sa cage thoracique, elle est archi fine. Le développé couché, quand il va le faire, son amplitude, elle va être gigantesque. Un mec avec une belle grosse cage thoracique et des petits bras, son amplitude, elle va être réduite à mort. Ces deux gars, ils n'ont pas la même réponse sur l'exercice. T'as vu? Donc, toi, il faut que tu sois intelligent dans le choix de ce que tu proposes à tes athlètes et il faut que tu individualises. Tu vois, je vais te donner un exemple tout bête aussi, mais je t'entraîne pas un milieu de terrain comme tu entraînes un gardien. Pourtant, ils font partie de la même équipe. T'as capté? T'entraînes pas un, t'entraînes pas un mec qui a 15 ans dans le sport comme t'entraînes un mec qui a 2 ans dans le sport. Est-ce que on n'entraîne pas un lutteur comme on entraîne un striker? Est-ce que ça peut, Bah, moi je regarde un peu. jamais de la vie. Jamais de la Ok. vie. La préparation physique d'un Bref. lutteur pur, elle a rien à voir avec la préparation physique d'un boxeur. Maintenant, toi, demain, tu es en MMA, tu veux que ton gars il soit plus orienté lutte, sa préparation physique, elle n'a rien à voir que si tu veux qu'il soit orienté boxe. Ceux qui Ok. disent ça, c'est un menteur. L'individualisation, elle est super importante. C'est une base. C'est la troisième base pour moi, c'est la troisième règle d'or. Si tu entraînes tout le monde de la même manière, pour moi, t'es pas haut niveau. Et tu dois prendre en compte les contraintes de chacun. Ça, c'est super important, tu vois. Tu vas pas entraîner le mec qui vient d'arriver du travail, qui a travaillé depuis 5 heures du matin, lui donner la même chose à faire que le mec qui a dormi toute la journée, qui vient à l'entraînement. Tu vas pas. En fait, le truc, c'est que c'est une histoire d'intelligence, en fait. C'est Hmm. où est-ce que tu veux les amener? Un mec, un entraîneur qui veut amener son équipe la plus loin possible, qui se doit de respecter ces points-là. Alors moi, je te dis la vérité. C'est sûr, c'est pas forcément facile. Puis c'est relou, ça nécessite plus de travail. Mais si tu veux faire les choses de manière propre, c'est comme ça. Donc pareil, un préparateur physique qui te dit, moi je t'entraîne, fais la même chose que lui, fais la même chose que lui, mais il veut pas se prendre la tête en fait. Alors, soit il n'a pas la connaissance de cette individualisation-là, il n'a pas les compétences, soit il a vraiment pas envie de se prendre la tête. Donc l'individualisation, c'est primordial. Ok. Troisième point. Quatrième point, la cyclicité. Qu'est-ce que je veux entendre par la Ok. cyclicité? Tu peux pas faire tout le temps la même chose. C'est pas cohérent. Il faut En que tu aies fonction des d'une cycles. préparation? Ouais, des cycles. Ok. Bien sûr. Mais bien sûr. Attends, à un moment donné, tu vas pas me dire je fais de la force toute l'année. Si tu fais de la force toute l'année, c'est qu'il y a un problème. Ouais, T'as pas compris. Tu tu t'entraînes. parles de cycle, c'est force, endurance. Il y en a d'autres ou pas du non, Non, pas non, du non, tout? non, 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 non. Non, 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 c'est pas ça ce que je veux dire. En fait, si on doit parler planification dans la préparation physique, généralement, tu vas avoir des termes qui vont revenir. Tu vas avoir ce qu'on appelle des cycles de développement. Donc, cycle de développement, tu as tes athlètes, et toi, ton objectif à ce moment-là, dans ce cycle de développement-là, tu as du temps. Les compétitions, elles sont quand même assez lointaines. Ok. Donc, tu as du temps, et ce que tu souhaites, c'est aller développer. Donc, potentiellement, tu vas aller, entre guillemets, essayer d'aller augmenter les curseurs des points faibles de tes gars. Donc, tu sais que ton gars, il a un manque d'explosivité. Bah, c'est à ce moment-là que tu vas potentiellement te concentrer dessus. Tu sais que ton gars, il manque cruellement, cruellement de caisse. Tu vois, le mec, il est là, il fait 2 minutes, on dirait il a fait un marathon. C'est à ce moment-là que tu vas potentiellement augmenter le curseur. Ton gars, il manque de force. Cycle de développement. Généralement, ce qu'on t'apprend, c'est que cycle de développement, tu vas aller développer les points manquants. Ok. Ensuite, tu vas avoir ce qu'on appelle des cycles de maintenance,
où là, tu te rapproches un peu plus de ton échéance. Et à ce moment-là, tu n'as plus la possibilité de développer. Pourquoi tu n'as plus la possibilité de développer? C'est la question que je te pose. Pourquoi est-ce que quand tu vas te rapprocher de ton échéance, c'est plus intéressant pour toi de partir sur de la maintenance que sur du développement? Pourquoi? Et tu dois aller vers enfin, la récupération, tout ça, non? Enfin, tu peux pas t'entraîner comme quand t'es loin, t'es de ton échéance, quoi. Est-ce que, C'est ça. Ça veut dire que le développement, qui dit développement, va dire stress qui va être quand même plus ok, important, qui va dire charge d'entraînement qui va être quand même plus conséquente. Et du coup, c'est pas ce qui va risque de t'intéresser, blessure. toi, quand ton échéance. Bah, risque de blessure, c'est ça, et puis risque de fatigue aussi. Au final, même si le mec, il n'est pas blessé, il va être fatigué. Puis toi, en spécifique, il va pas pouvoir te donner ce que tu souhaites prendre de lui. Tu vois. Donc, il faut que tu sois intelligent. Généralement, les cycles de développement, tu as des volumes d'entraînement qui sont assez conséquents. Tu vois. Cycle de maintenance, c'est réduit. Donc, tu vas aller maintenir. Alors, maintenir ce que tu as fait, en fait. Essayer de maintenir le travail que tu as pu faire. Et puis aussi, potentiellement, garder les curseurs de ces points forts et des points forts des athlètes que tu as assez hauts. Et puis ensuite, tu vas voir, tout le monde le connaît en général, ces termes, c'est des cycles d'affûtage. Là, tu es Ouais. vraiment très proche de ton échéance et là, tu vas aller affûter ton athlète, tu vas réduire considérablement les volumes d'entraînement, augmenter l'intensité. Et l'objectif, c'est que voilà, tu es en train de poncer le glaive. Comme ça, jour J, le gars, il est opérationnel. Donc, moi, ce que je veux dire quand je te parle de cyclicité, ça rejoint un peu ça. Dire que tu dois faire des cycles. Tu ne peux pas faire toute l'année la même chose. Ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, transfère ce que tu as fait. Tu vois, tu as fait de la force, très intéressant. Tu as augmenté tes curseurs. Maintenant, pourquoi pas aller la transférer avec la vitesse sur de la puissance. Tu vois, tu as fait de la puissance, ok, pourquoi pas maintenant aller te concentrer un peu plus sur la capacité de ton système lactique, etc., etc. Donc toi, tu fais des cycles. Pareil, hein, aujourd'hui, je vais faire de la lutte toute l'année. T'es en MMA, mon pote. Planifie, cycle. Fais-toi des cycles de lutte, des cycles de grappe, reviens sur des cycles de lutte, cycles de boxe. C'est ça ce que je te dis quand je te parle de cyclicité. D'accord. À la fin, la réalité, c'est que si tu cycles ton année et que tu splits ton année, à la fin, tu seras potentiellement plus performant. En gros, ce qui est important à retenir, c'est l'importance d'avoir un vrai schéma d'entraînement. Pas être sur quelque chose de flou, dire bah, je vais m'entraîner pour aller m'entraîner, je vais faire ça pour faire ça. Non, tu as un schéma, tu sais où est-ce que tu vas. C'est comme ça que tu arriveras à atteindre le goal que tu t'es donné. Sinon, tu n'y arriveras pas. Ça veut dire que à la fin, la réalité aussi de l'optimisation, quand tu es dans le haut niveau, ce qu'on te demande, c'est pas d'atteindre l'objectif. C'est pas que ça qu'on t'attend. Quand tu es dans le haut niveau, ce qu'on te demande, c'est pas que d'atteindre l'objectif. Ce qu'on te demande, c'est d'atteindre l'objectif le plus vite possible. Et donc, si on doit rentrer cette notion de rapidité-là dans l'atteinte de l'objectif, je peux dire, mon gars, qu'il faut que tu optimises au maximum le chemin que tu vas prendre. Et à Bien ce sûr. moment-là, tu reviens sur la définition de l'optimisation qui est, j'essaie de faire au mieux avec ce que j'ai dans mes mains. Tu vois, avec l'expérience que j'ai pu avoir en France, quand je suis parti après entraîner à Bahreïn. Maintenant, je suis aux Émirats. En général, tu sais, tu peux dire à quelqu'un, écoute, ben, pour devenir champion olympique, bah, il te faut ça, 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 ça. Il faut ça comme matériel, il faut ça comme capteur. Et toi, à chaque fois que tu arrives dans une structure, que tu arrives dans un club, bah, tu peux demander ce que tu veux. Hein. Sauf qu'est-ce qu'on va te le donner? Ah, il me faut des plateformes de force. Ah, il me faut des machines isocinétiques. Ah, il me faut. On ne te les donnera pas. Dire Coco, t'as vu la salle là-bas, là? Il y a ça. Allez, sors-nous de la performance. Donc, si tu verrais à l'époque au MMA Factory, ceux qui étaient, ils pourront être témoins. L'espace prépa physique, Ouais, c'était. les outils que vous aviez Non, pour non, pouvoir justement. non, non. Au début, l'espace prépa Ouais. physique, sans te mentir, c'était peut-être 3 mètres carrés. Tu avais une cage, tu avais une barre olympique ou deux barres olympiques, tu avais un set de poids, quelques kettles, peu d'élastique, petits haltères. Allez, c'est parti. Pour nous de la performance avec ça. Et c'est à ce moment-là que tu vois si les gens ils sont compétents. Parce que le gars, il va dire, de toute façon, j'ai ça sur moi. J'ai que ça. Avec ça, il faut que je te ponde quelque chose.
Et là, mon gars, tu es dans de l'optimisation. Donc, pour revenir en tout cas sur ce principe-là, qui est le principe de cyclicité, c'est très important, les gars. Amateurs, professionnels, débutants, faites en sorte d'avoir un schéma sur lequel vous allez vous reposer pour pouvoir progresser. Maintenant, on va passer au cinquième point, la cinquième règle d'or, qui est super importante. Et celle-là, je te l'appellerai, je te dirai la multilatéralité. Et là, tu vas me dire, qu'est-ce que c'est que la multilatéralité? Je vais te dire, écoute, je vais te donner un exemple, tu vas comprendre ce que je veux dire par là. En tant qu'entraîneur, rappelle-toi ce que j'ai dit juste avant, tu es responsable de l'intégrité physique des gars que tu entraînes. Tu es entraîneur de boxe. Et je vais te donner un exemple avec les jeunes pour que tu puisses comprendre comment est-ce que le travail avec les enfants, avec les jeunes, il est primordial pour pouvoir avoir de la performance plus tard. C'est eux la pépinière. C'est pas toi. C'est eux. C'est en fonction de leur prise en charge à eux que tu vas avoir le niveau plus tard. Donc, je te donne un exemple. Tu es entraîneur de boxe. OK? Tu sais, de boxe anglaise. Tu sais que ton sport, naturellement, les athlètes, les personnes qui font de la boxe anglaise, de par la garde, tu es obligé d'avoir ta garde en boxe anglaise. Tu es obligé de te faire en sorte de te recroqueviller sur toi-même pour laisser Ouais. le moins d'espace de touche possible à ton adversaire. Donc, tu sais que naturellement, tu vas avoir cette posture, entre guillemets, un peu hyper syphosée. La colonne vertébrale, c'est comme un petit S. En haut, tu as ce qu'on appelle la syphose, en bas, la lordose. Donc, en boxe, en lutte, généralement, c'est des sports, le centre de gravité, il est vers l'avant. Tu vois, tu es vers l'avant en boxe. À la lutte, tu es vers l'avant. Donc, naturellement, tu vas avoir cette posture vers l'avant, un peu genre bossu. OK? Et de toute façon, plus tu vas avancer dans ta discipline aussi, tu vas voir que un jab, un cross, ce que tu veux, c'est quel muscle donne la patate? Quel muscle permet d'avoir de la puissance sur ton cou? Si ce n'est les épaules, les triceps, les C'est les pectoraux, les hanches. muscles C'est clés. les Parce que hanches. le Ouais. mouvement, parce que, non, non, non. Là, je te parle pas de la performance de ton coup de poing. Je te parle, là, vraiment, on est sur La l'aspect puissance. physiologique du coup de poing. C'est-à-dire que le coup de poing, quand il part, ton bras, quand tu le fais partir, c'est pas la hanche là qui va donner. Là, C'est le bras, quand l'épaule, il ouais, fait c'est partir, l'épaule. C'est c'est l'épaule. épaules, triceps, pectoraux. C'est, Donc ça, c'est parce que mon sport, c'est de la poussée. En boxe, je pousse. Tu vois. oui. Mon sport, c'est de la poussée. Donc, naturellement, je vais avoir mon avant d'épaule qui va être plus développé que mon arrière d'épaule. Je vais avoir mes triceps qui vont potentiellement être plus développés que mes biceps. Ça, c'est important à savoir. Et je vais avoir cette posture qui va être recroquevillée. Et au final, cet avant d'épaule qui va être surdéveloppé, bah, il va pas m'aider à avoir une posture plus ouverte. Justement, il va encore plus me recroqueviller parce qu'il va tirer. Tu comprends? Donc, toi, en tant Mhm. qu'entraîneur, tu te dois d'avoir cette multilatéralité, entre guillemets, en disant, OK, moi, je connais l'essence de mon sport. Je sais que ma discipline, potentiellement, va provoquer une sorte d'asymétrie musculaire. Il faut que je fasse en sorte d'aller rééquilibrer ça si je souhaite éviter toute apparition de déséquilibre, de blessure, pas forcément maintenant, mais après. Et si je veux le bien-être de ces jeunes-là pour plus tard, bah, c'est maintenant qu'il faut que je résous ce souci. Donc à ce moment-là, leur faire travailler tout ce qui va être exercice de tirage pour aller leur rouvrir cette cage thoracique-là, pour aller équilibrer la partie postérieure, contrairement à cette face antérieure. Et là, entre guillemets, tu reviens un peu sur de la prophylaxie, c'est de la prévention de blessure. Là, tu es sur de la prévention de blessure, mon gars. Tu sais que ton sport, c'est de la course à mort, c'est des sprints à mort. Changement de direction au foot. Le quadriceps, que tu veuilles ou non, il va être surdéveloppé. OK? Naturellement, le quadriceps, contrairement à l'ischio, il va être plus fort. Le quadriceps, c'est le biceps du bras. OK? Quand je donne mon punch, que je mets de la patate dans mon coup de poing, ce qui va faire en sorte que toute cette force-là, elle va pas aller se claquer sur mon coude et que je vais pas me ruiner l'articulation du coude, c'est que le biceps, il va aller venir tirer. Tu me suis? Mhm. Bah, sur la jambe, c'est pareil. La puissance sur mes premiers pas en sprint, ce qui va aller tirer et freiner cette
force produite par le quadriceps, pour pas aller ruiner mon genou, c'est l'ischio-jambier. Tu as trouvé que la majorité des blessures au niveau du genou, ils viennent parce qu'il y a un gros déséquilibre ischio-jambier quadriceps en termes de force. Donc toi, si tu n'as pas envie de te fumer ton coude, hein, et d'avoir des tendinites à répétition à l'intérieur, à l'extérieur ici, ou biceps qui lâche, bah, tu as tout intérêt d'aller travailler ton rapport force, biceps, triceps. Faire attention et de faire un bon échauffement et de faire du rééquilibrage musculaire. À ce moment-là, c'est intéressant d'utiliser certains exercices plus que d'autres, tu vois. Donc, le coach, il est responsable de l'intégrité physique des athlètes. Donc, si ces athlètes-là se blessent à cause de ça, qu'ils ont des tendinites à répétition au niveau des épaules, à un moment donné, c'est que le coach, il fait pas bien son travail. Il se doit d'aller rééquilibrer tout ça, tu vois. À la différence, par exemple, de la natation. La natation, ce sport-là, c'est quasiment que du tirage. Tu as déjà vu? Regarde la posture du nageur. Regarde comment est-ce qu'il est ouvert. Son sport, la nature de son sport. Aujourd'hui, tu peux essayer de deviner, entre guillemets, qu'est-ce que cette personne-là fait comme sport, quel sport fait, etc., en fonction de la carrure La de ce que tu posture? peux avoir. Ouais, Tu peux essayer de ouais, deviner. Ouais, ouais. de la posture, de la carrure, tu peux essayer de deviner, tu vois. Tu peux te dire, bah, Mm. potentiellement, il est plus sur tel type de discipline que d'autres, tu vois. Donc ça, c'est super important. Ça, c'est un point qui est super négligé. Les gens intelligents, ils le négligent pas, tu vois. C'est-à-dire, moi, j'ai mes gars, j'ai mes athlètes. Ça, c'est pas un point qui est à négliger. Demain, le tireur à l'arc, il est tout le temps, il tire d'un bras, mon gars. Donc, c'est ce bras-là qui tire tout le temps. Si tu fais pas un, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, Les d'accord, mecs ouais, dessus. qui font le bras de fer, là, Popeye, là, les mecs, ils ont un bras, il fait deux fois l'autre. Je crois qu'à un moment donné, ça, tu le sens pas peut-être quand tu as 20 ans, 25 ans, 30 ans. À un moment donné dans ta vie, tu vas le sentir, le déséquilibre. Ah, Tu vois, donc c'est tout bête, hein, mais je vais donner. ça, C'est ouais. super important. C'est super important. C'est tout bête, mais des fois, tu vois, tu as des personnes qui vont se blesser. Je vais te donner un exemple. Tu vas comprendre, hein, tu t'es déjà peut-être blessé au niveau d'un pied ou d'une jambe. Bah, tu vas compenser avec l'autre. Puis tu vas voir qu'à un moment donné, ça va te donner un problème, peut-être au niveau du bas du dos. Tu vas Ouais. sentir des pressions que tu n'avais pas forcément avant. Bah, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y en a un qui est en déséquilibre par rapport à l'autre. Puis c'est important. Tu n'arriveras jamais à mettre le déséquilibre à zéro. Ça, mets-le toi dans la tête. Tu n'arriveras jamais. Par contre, tu peux réduire la différence pour éviter Et, l'apparition de blessures. et, et ça, pareil, ça passe par. T'as des capteurs, j'imagine, avant pour pouvoir le, Non, 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 non. pour pouvoir le Là pour le voir. coup, Non? là, je suis là pour le coup. Tout ce qui est capteur, etc. Comme je te dis, là, on parle très, très haut niveau. Bien sûr, tu vas utiliser certains matériels, du matos scientifique, etc. Mais là, juste pour demain, le coach des 12 ans, là, des cadets ou des 12 13 ans de boxe, bah, lui, son rôle, c'est ça aussi. Ah, d'accord, C'est oui, d'aller les préserver. déjà. Ok, Bah ouais, ouais, ok. bien sûr. Bah, les mecs, ils leur font faire que des abdos. C'est super. Et le bas du dos, il est où? À un moment donné, il y a un. Tu vois, j'ai envie de te dire, malheureusement, malheureusement, t'en as encore, et je pense que ça va rester longtemps. C'est les gars old school, tu vois. C'est Hmm. tu me fais 500 pompes, tu me fais 500 abdos. C'est ça ce qui va te permettre d'être gainé. C'est ça ce qui va te Ouais, permettre d'être puissant. Tu vois. ouais, Alors, d'être la fort. réalité Ouais. que je te pose, la réalité, c'est quoi? C'est oui, à la fin, comme je t'ai dit, on repart sur la définition de l'entraînement. Stress, réadaptation à un niveau supérieur. Est-ce que par contre, la question que je te pose, il n'y avait pas mieux à faire? Hmm. Tu vois? Et c'est là que le préparateur physique rentre. Il y a mieux à faire. Il y a un chemin qui est beaucoup plus intéressant, qui est beaucoup moins risqué. Pourquoi est-ce Donc, que je vais aller m'aventurer dans quelque chose de compliqué? du coup, pour par exemple, les enfants de 12 ans qui voudraient faire du MMA, préparation physique, enfin, obligatoire, enfin, du moins, Non, il y mais a, il y pour a un moi, tr- il y a un- je vais te donner un exemple, tu vois, mais pour moi, ça, c'est de l'ordre de l'entraîneur. C'est à l'entraîneur de gérer. Et bien entendu que la préparation physique, elle a sa place chez les jeunes. Elle a C'est sa vrai que place ça, chez les jeunes. c'est quelque chose qui n'était pas, ouais, Aujourd'hui, tu as des gens qui pensent que la préparation physique, c'est que quand tu as 17 ans, 18 ans et avant ça, etc. ouais, Mon gars, la préparation physique, ça ça commence dès commence. 5 6 ans. Hmm. Tu vois, à un moment Ouais, donné, il faut que tu plonges ta tête dans tout ce qui est rapport scientifique et tu vas être choqué. Ça veut dire mais que ça, je suis d'accord avec toi. Parce qu'on a certains vu dans les pays bénéfices. du Caucase, quand on voit les mecs, tu vois, les pays du Caucase, par exemple, on parlait de Khabib, tout ça,
ces mecs-là, très jeunes, ils ont commencé à soulever des cailloux, enfin, tu vois, vraiment, Alors, fait un peu de alors, prépa physique, alors, tu vois. alors, alors là, tu touches à ma sensibilité. Dans le Ah, sens attends, où, parce qu'en France, à 16 ans, je sais que limite, on t'interdisait d'aller en salle. Aujourd'hui, c'est en train de se développer un petit peu ouais, avec, tu vois, le c'est vrai. fitness. Aujourd'hui, en salle de sport, tu vois des jeunes de 15-16 ans. Je veux dire, à mon époque, moi j'ai 30 ans. C'était interdit de, tu vois ce que je veux dire? C'était un peu si on faisait du sport, quoi. Je me souviens. Vas-y, dis-moi pourquoi j'ai touché à ta sensibilité par rapport T'as à touché à Khabib ça m'a touché, et les enfants du t'as touché, Daghestan. t'as touché à ma sensibilité parce que pour moi, les deux côtés, ils sont pas optimales. Tu vois. Tant bien la France, avec certaines idées reçues qui n'est pas optimale par Ok. rapport à sa vision sur la préparation physique chez les jeunes, tant bien de l'autre côté, le fait de soulever des cailloux, etc. Par Ok. rétraction, ouais. Hmm. Mais eh, en fait, c'est que, comme je t'ai dit, à un moment donné, je vais peut-être m'attirer la foudre de certains, hein. Non, mais Zach, dans les mecs, ok, il n'y a pas de problème. Non, j'en ai vu énormément des gens de ces pays-là. Et je peux vous dire que la réalité, c'est la suivante. J'en ai entraîné du très haut niveau. Des mecs d'équipe de Russie, des mecs du Daghestan, très, très haut niveau. Pourtant, sur le côté physique, ils ont 20 ans, 25 ans et ils en valent pas une. Quand tu les mets sur de la réelle préparation physique, c'est pas. Pourquoi? Parce que ça a pas. Le chemin, il est pas optimal. Tu vas soulever des pierres, tu vas soulever la même pierre pendant combien de temps? Pourquoi? À quel moment? Enfin, aujourd'hui, tu as de la science. Aujourd'hui, tu sais qu'il y a des moments qui sont plus propices pour développer la force. Il y a des moments qui sont plus propices pour développer la mobilité, la coordination, la vitesse. Tu vois. Et à ce moment-là, je te dis, entraîne-toi de manière intelligente. À la différence, je te dirais, le système américain, sur certaines universités, ce que j'ai pu voir, ils sont plus intelligents sur ce point-là, sur le développement des jeunes. Ils ont compris certains concepts. Aujourd'hui, tu sais que un enfant entre 8 ans et 12-13 ans, c'est le moment où la taille de ses axones double. Alors, qu'est-ce que c'est un axone? Bon, je parle chinois. Le système nerveux responsable automatiquement du transfert du message nerveux cerveau-muscle. C'est le système nerveux. On en fera, si tu veux, une vidéo si ça intéresse les gens entre le système nerveux et les adaptations nerveuses et les adaptations musculaires, qui sont totalement différentes. Mais ce que je vais te faire comprendre, c'est que le système nerveux, si ton système nerveux il est super développé, le message il va à la vitesse lumière, il prend la A1. Ah, ok. Si ton système nerveux il est pété, c'est la départementale 7. Ok. OK? Voilà. Alors, l'axone, OK, c'est une terminaison du neurone et c'est une cellule qui va être responsable de cette. En fait, ça va être une sorte de chemin pour le message nerveux. Et tu sais que cette route-là, donc l'axone qu'on va, entre guillemets, vulgariser, on va dire que c'est la route, cette route-là, entre 8 ans et 13 ans, elle double, elle passe de une voie à deux voies. Ouais, c'est là qu'il faut bombarder, quoi. C'est maintenant qu'il Ah, faut que tu traces ah, la route, tu vois. Donc, c'est pour ça que je te dis, les adaptations sur certaines qualités physiques, quand tu les fais à un mec qui a 22 ans, elles seront jamais aussi ouais. performantes et puissantes que quand tu le fais au moment où c'est Ouais, propice. c'est là que tu développes la génétique, en fait, un peu, entre guillemets. C'est ça, Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je c'est sais plus ça. sur quel podcast j'avais entendu justement, je crois que c'était sur du lancer. Désolé, je vais reparler des pierres, mais je crois que c'était du lancer de pierre ou je sais plus quoi, c'est un sport olympique, non, tu sais, le sport olympique, Ok. le lancer de poids. Et il disait que les gamins qui avaient commencé à faire ça, ils avaient une posture, tu sais, vraiment très ouverte, alors que toi, Une si tu éla- commences, les voilà, mecs, ils ont une exactement. élasticité, Et c'est tu Michael l'auras Genzil qui jamais. en parlait. C'est Michael Et ça, Genzil qui en parlait tu sur l'auras, tu biomécanique. l'auras, tu l'auras Voilà, il jamais. disait, parce que, voilà, exactement, c'était la, et parce que les mecs, ils ont commencé Tu l'auras jamais. à 8 ans et que, ouais, c'est clair. Donc, ça rejoint Tu vois, ce que tu dis, en fait. Ok. ça veut dire que je vais donner un exemple. Les mecs, ils mangent de la lutte depuis qu'ils ont 3 ans. Ouais. Ça veut dire que la lutte, ça devient pour eux un schéma moteur. Toi, quand tu viens lutter, tu commences la lutte à 16 ans, 18 ans, 20 ans, tu peux faire ce que tu veux, hein. Bah, t'es Tu perdu. seras jamais un lutteur, tu seras jamais un lutteur comme eux. Pourquoi? Parce que toi, quand tu prends une position, tu dis, ah, tiens, j'ai les deux bras en dessous. Là, je peux envoyer ça. Là, je peux faire ça. Lui, il réfléchit pas. Lui, Naturel. c'est
C'est C'est un inné, schéma ouais. moteur. Ouais. C'est inné. C'est un schéma moteur. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, à un âge donné, il en a mangé. Ouais. Il Ouais. a Et développé le, son système nerveux et- sur ça. Tu vois? C'est pour ça que je te hmm. dis, il y a un âge où tu peux optimiser les choses. Et ça, malheureusement, je pense que ça va être amené à changer, tu Ouais. vois. Mais c'est important de le savoir. Il y a des moments où tu peux optimiser certains développements de certaines qualités, comme l'augmentation de la capacité pulmonaire. À un moment donné, tu sais que tu peux avoir des super adaptations du côté cardiovasculaire chez les enfants que tu n'auras pas quand tu le travailles à 25 ans ou à 28 ans. Donc c'est pour ça que je te dis, il faut être intelligent, il faut s'entraîner intelligemment, il faut être entouré de personnes compétentes. C'est ça la réalité. C'est au final, si tu es entouré de personnes compétentes qui te font comprendre ça et qui t'aident à t'améliorer dans ça, bah, tu as tout gagné. Sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est très compliqué parce que on est dans une ère où tout est, entre guillemets, numérisé, où bah, je veux m'entraîner pour devenir champion. Je tape dans Google, je veux m'entraîner pour devenir champion. Je vais sur YouTube, je regarde des vidéos. Il y a un sujet, 30 000 vidéos. Tu vas entendre tout et son contraire. Tu vas entendre des trucs qui se rejoignent, des trucs qui sont pas adaptés à toi, des trucs qui sont pas individualisés pour toi, des trucs que si tu fais, tu vas te blesser direct. Tu vois? Donc, c'est important de bien s'entourer, c'est important d'adhérer à ce que tu fais. Je te reviens par rapport à Ouais. l'adhérence du début. C'est important d'aimer cet entraînement-là parce que moi, il y a des mecs qui m'ont dit, moi, j'ai été dégoûté du MMA, des entraînements d'MMA. Je dis, mais avec qui tu t'es entraîné? Puis après, bah, j'écoute comment ça se passe les entraînements, coup de bâton, coup de fouet. Je te vulgarise, hein. Ouais, bien sûr, bien Tu vois, sûr. à l'ancienne, 50 pompes. Puis au final, tu dis, bah, viens t'entraîner avec des personnes qui sont pédagogues. Et là, tu vas voir la chose autrement. Putain, le mec, il est là, il fait, oh, punaise, oh, en fait, j'ai redécouvert le truc, en fait. Donc ça, c'est super important. Et Faut Zach, passer pour par ça. performer, ouais, bien sûr, mais j'avais une question par rapport à ce que tu parlais du système nerveux là, qui reçoit plus vite, Dis-moi. de 8 à 13 ans. Euh, Toi qui travailles avec de nombreux athlètes, pour atteindre le haut niveau, alors ça va être dur de dire niveau champion ou tu vois, top haut niveau, tu mets combien de pourcentage sur justement cette prépa physique ou ces adaptations qui ont été faites entre 8 et 13 ans pour toi, est-ce qu'elle est primordiale? Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas travailler un athlète arriver Ça n'a à... Ouais, ça va rien avoir. ça n'a rien à voir. Moi, demain, tu me donnes un athlète qui a un passé dans l'entraînement, un passé dans la préparation physique. Le Mhm. gars, il a déjà tout. Les placements, il les a. La technique, il a. Il est déjà bon. Tu vois, son système nerveux, il est déjà pas mal. Son système cardiovasculaire, franchement, il y a deux, trois petits détails à régler, mais sinon, tout glisse. Ça n'a rien à voir. Que tu me ramènes quelqu'un qui est là, tu as l'impression, tu viens de récupérer un bébé sorti du berceau. Wesh, t'as fait quoi, toi, dans ta vie? Comment est-ce que tu arrives? Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, de me dire, comment est-ce que tu es arrivé à ce niveau-là, comme ça? Et c'est là, en fait, que tu dis, tu vois, comme quoi, il faut tout. Mais à un moment donné, je vais te dire la vérité. Mhm. Tu vas et de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, c'est clair et net. Aujourd'hui, dans la MMA, la proportion euh, due aux qualités physiques dans la performance finale, elle a sa part. Pas comme avant. Pas comme avant. Avant, le physique, il avait une part plus importante dans la performance. Si tu étais physique, attention, quand je dis physique, je te parle pas d'une belle carrosserie. Ça, pour moi, ça veut rien dire. Tu peux me ramener la plus belle carrosserie que tu veux. Eh, je peux te ramener, si tu veux, une Renault 5, mais à l'intérieur, on t'a refait le châssis, on t'a remis quelque chose, on t'a remis un moteur, on t'a remis du turbo. Ça veut rien dire la carrosserie. Ouais, c'est vrai, il y a C'est des sûr que combattants qui prennent c'est les sûr pavés que et qui ont c'est sûr. performé. Voilà, c'est sûr que tu vas pas me ramener un mec avec zéro Non. carrosserie, tout skinny, etc. Tu vois. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, malheureusement, on est dans une ère aussi où les gens, ah, il a des gros pecs, il a des gros trapèzes, des gros bras, des grosses épaules, c'est un monstre. Non, c'est pas ça un Ouais. monstre. C'est pas ça un monstre. Un monstre, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Tu vois. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'avant, la proportion physique était beaucoup plus importante. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, dans une ère où le MMA, il s'est super développé, où quasiment tous tes athlètes, ils ont déjà des qualités physiques qui sont très bien développées aussi. Ce qui fait la différence aujourd'hui, moi, si tu poses la question, tu me dis aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la performance
dans les MMA, je vais te dire, c'est la sphère tactique. Pour moi, la sphère tactique, c'est celle qui fait la différence aujourd'hui dans les MMA. Voilà, c'est ici que tu vas pouvoir gratter ton billet pour moi. Parce que le physique, bien entendu, je te le dis et je te le répète, il est primordial. Mais tout le monde maintenant devient de plus en plus physique. Et tout le monde travaille sur ce point-là pour ne plus avoir les faiblesses qui existaient avant. Donc après, à un moment donné, ça se fait sur la dimension tactique et la dimension décisionnelle. Parce que le haut niveau, c'est de la décision. Le haut niveau, je répète encore, c'est de la décision. C'est quelle décision je prends à quel moment. Peu importe la discipline, que ce soit un basketteur, que ce soit un footballeur, que ce soit un combattant, que ce soit ce que tu veux. Ah, bien entendu, avec des sports à incertitude, tu vois. Parce que si tu me ramènes des sports avec zéro incertitude, ça va être différent. Non, tout à fait. Pour rester dans le MMA, il y a des choix à faire dans le combat. Et combien on a vu de combattants dire c'est des monstres et ils ont fait un mauvais choix, un mauvais placement. Tu vois, pour donner l'exemple, Khamzat Chimaev et Robert Whittaker, je ne sais pas si tu as regardé le combat. Il a mal positionné la jambe. Tu vois, quand il s'est relevé contre la cage. C'est un choix. Robert Whittaker, on ne peut pas parler de choix, on ne peut pas parler de physique. Il a un magnifique physique. Le mec, il a de l'expérience, mais le mauvais choix. C'est juste pour appuyer ton propos. Mais, très important, message à faire passer à tout le monde, le physique au service de la tactique. Physique, c'est pas suffisant. Le physique au service de la tactique. Parce qu'à un moment donné, c'est le physique peut-être qui va t'aider à avoir la bonne décision. Tu vois ce que je veux dire? À changer de schéma, à changer de plan. Si physiquement, tu ne tiens pas la route, tu ne pourras pas. Donc, c'est toujours le physique au service de la tactique. Mais c'est la tactique, au final, qui fait la différence. Donc, on a passé ce 5e point. On va terminer sur le 6e point. On va aller sur le 6e. On va faire un podcast de 1 heure et quelques. Donc, le 6e, pour moi, et dernier point des bases de la préparation de l'entraînement, je dirais qu'il faut qu'il y ait un lien entre le bloc général, le bloc de développement général et le spécifique. Ça veut dire que si tu es un athlète, tu es un batteur, d'accord, tu es combattant, et tu vas à la salle et tu fais 3 séries de 12 au développé couché, 3 séries de 12 au squat, 3 séries de 12 à la presse, 4 séries de 10 à la traction, tu t'entraînes physiquement. Tu fais du général, pas de problème. Mais est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que toi, derrière, il y a un lien potentiellement recherché pour le spécifique, qui est ta discipline? Ça veut dire que quand tu es dans la préparation physique, quand tu es dans le haut niveau, ce que tu souhaites, c'est la prépa physique au service de la performance. À la fin, l'athlète, il va pas faire une série de max dans la cage. Il va pas faire un test cardiovasculaire dans la cage. Non. À la fin, il va faire du MMA. Donc, c'est la préparation physique au service de ça. Donc, il faut qu'il y ait un lien entre moi, ce que je lui fais faire, et ce que sa discipline nécessite. Alors, c'est ça, il y a un transfert. Après, attention. Je dis pas qu'il faut jamais faire du général. Bien entendu qu'il faut faire du général. Mais dans un objectif, in fine, d'avoir un lien avec le spécifique. Ça veut dire que, je vais te donner un exemple tout bête. Je vais faire du développé couché parce que j'ai envie de développer ma force explosive, parce qu'à la fin, je vais avoir un transfert potentiel sur un exercice dans ce que le MMA va me demander. Donc, en fait, il faut qu'il y ait un lien. Il faut que ce soit réfléchi. Ce que je veux dire, c'est pas faire s'entraîner pour s'entraîner. Tu vois, le mec qui vient et qui dit, moi, je fais du street workout pour la partie physique et je vais m'entraîner en MMA en espérant que ce qu'il fait au street workout, ça va l'optimiser pour le MMA. Non, ça va pas l'optimiser. Ça va peut-être l'aider, mais ça va pas l'optimiser. C'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Je rappelle encore une fois, les gars, on s'entraîne pas que pour s'entraîner. L'objectif, c'est de s'entraîner pour parfait. Donc, ce qu'on cherche, c'est le mieux. Cherchez le meilleur pour vous. Cherchez à être la meilleure version de vous-même. Et la meilleure version de vous-même, elle passe pas par faire ce que tout le monde fait. Faites ce qui correspond à vos objectifs, à vous, à vos attentes, à vous. Et ça, c'est la leçon qu'il faut tirer. C'est la cerise sur le gâteau de ces bases de la préparation physique. C'est vraiment essayer de faire en sorte d'avoir un lien. Tout ce que vous faites en préparation physique, en développement des qualités physiques, faites en sorte que ça ait un lien. Alors,
Peut-être que le mec, il va dire, ah, moi, je dirais une bêtise, hein, un mec qui fait la machine butterfly. Tu vas dire, ah, bah, ça n'a aucun lien avec le MMA, tu vois. Ben, ça se trouve que le mec, il fait ça parce que ce qu'il souhaite, c'est avoir, je sais pas, une prise de masse au niveau de cette zone parce qu'il a vraiment rien et qu'il n'a pas trouvé un meilleur exercice pour lui. En tout cas, il a une bonne sensation dessus. Donc, en fait, c'est juste un outil pour qu'au final, il puisse continuer son chemin et à la fin, réussir à faire ce qu'il veut et à avoir ce qu'il veut. Tu vois. C'est ça la D'accord. leçon que je veux. En fait, c'est pour ça que je parle de ça. Je te dis, il faut qu'il y ait un lien. C'est-à-dire, ce que tu fais de manière générale, fais-le en réfléchissant à l'après. Ou en tout cas, tu sais ce que tu veux après, donc tu fais ça de manière générale pour ensuite te spécialiser de plus en plus jusqu'à arriver à ce que tu souhaites à la fin. Et donc ça, c'est les bases de la préparation physique, de l'entraînement. Quand on fait les choses de manière propre, c'est ces règles d'or qu'on doit respecter dans sa planification et dans la manière de voir la préparation physique dans sa vie. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop long. Non, écoute, franchement, J'espère que. t'as été Ouais, carré c'est pas sur le trop. sujet. Non, non, moi j'avais une question quand même par rapport à ces six piliers. De toute façon, ils seront chapitrés tout le long de la vidéo, qui sont importants. Justement, c'était important qu'on pose ces fondamentaux pour la suite aussi des vidéos qu'on va produire, pour que les gens puissent avoir un cheminement et que, voilà, si jamais ils sont perdus, ils peuvent revenir à cette vidéo pour pouvoir voir les piliers. Le coaching à distance, c'est possible de faire de la préparation physique de haut niveau à distance. Parce que moi, aujourd'hui, je vois des Mais, courants, je vois des préparateurs physiques qui accompagnent leurs athlètes, qui sont là, tu vois, avec le chronomètre, je vulgarise, hein, tu vois, qui comptent les rêves, qui sont là, qui regardent tout, et d'autres qui font ça à distance. Aujourd'hui, avec les outils qu'on a, les applications, tout ça, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu fais ça? alors, Est-ce que... Voilà. moi, personnellement, je fais du suivi à distance. J'ai encore des athlètes que j'entraîne à distance qui sont en France. Euh, j'ai des athlètes MMA, j'ai des athlètes dans d'autres disciplines. Je prépare même des policiers qui préparent les tests pour les forces spéciales, etc. Je le fais à distance. L'essentiel, c'est comme on disait juste avant, l'importance de l'individualisation. L'importance d'individualiser le programme que tu donnes à ton athlète, l'importance de la relation que tu vas avoir avec cette personne que tu entraînes à distance. Parce que tu imagines bien que les feedbacks, ils doivent être encore plus précis parce que tu n'es pas en présentiel, mon gars. Donc, je te dirais que c'est pas facile, le coaching à distance. C'est pas quelque chose de simple. C'est quelque chose qui se fait, c'est pas quelque chose de simple, mais c'est quelque chose de plausible, c'est quelque chose de possible. C'est-à-dire que moi, je le fais et ça marche très bien. Mais justement, les personnes, généralement, ont tendance à penser que bah parce que c'est à distance, voilà, je vais payer qu'un truc, ça va pas être très cher et ben, ça va être bien. Justement, le travail à distance nécessite quasiment plus de travail qu'en présentiel. Parce qu'en présentiel, tu es là. À distance, tu as beaucoup plus de contraintes. Il faut que entre guillemets, que tu dorlotes ton athlète encore plus. L'importance des feedbacks, on s'en rend même pas compte. La dernière fois, là, je préparais quelqu'un qui passait les tests pour les forces spéciales. On a fait une préparation qui était assez longue. Euh, la préparation, la planification qu'on avait mis en place, il y a énormément de choses qui ne sont pas passées comme prévu. Plein de choses. Et ça, c'est normal, c'est la planification. Parce que quand tu fais une planification, tu ne pourras jamais la suivre réellement. Il y a toujours des aléas. Je te dis une bêtise, les blessures qui arrivent. Toi, entre-temps, bah, tu es à distance. Donc, il faut que tu essaies de régler ça à distance. Tu vois, euh, c'est quelque chose qui se fait, mais c'est quelque chose qui doit être réellement fait par quelqu'un qui sait de quoi il parle. C'est super important parce que sinon, si tu veux faire du travail à la chaîne, tu fais un programme, puis tu l'envoies à tout le monde de la même manière et tout le monde le fait. Pareil, ton programme à distance, est-ce qu'il va être adapté à toi? 8 séries de 12. Ok, mais à combien de kilos? Moi, je veux de la précision. Tu vas donner le mec, tu vas dire, il faut que tu sois sur cette tranche-là. Donc avant, il faut que tu lui fais passer des tests. Il faut que tu aies de la donnée, il faut que tu aies de la data. Donc ça nécessite un vrai suivi. Tu vois. C'est pas quelque chose. Le suivi à distance, c'est pas un truc genre, ouais, je veux un truc vite fait, je vais me prendre un suivi à distance. Non, le suivi à distance, c'est un vrai travail. En tout cas, si tu as envie de le faire de manière carrée
et professionnel. Ça nécessite vraiment du temps et c'est un vrai boulot. C'est quelque chose de possible. Maintenant, maintenant, pour quelqu'un qui est à haut niveau, très haut niveau, c'est pas quelque chose que je recommande. C'est-à-dire que demain, quelqu'un qui prépare un gros combat dans une grosse organisation, je lui dirais si tu as la possibilité, fais du présentiel. Le distanciel, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Parce qu'à ce moment-là, tu es dans un moment charnière. C'est ta carrière, c'est très important. Le résultat que tu vas avoir, ça va jouer sur plein de choses. Voilà. Donc, le distanciel, c'est quelque chose qui marche, mais faut que ce soit fait de manière bien encadrée, en respectant ce qu'on a dit juste avant. Ok. Laissez Bien sûr, filer. parce qu'au final, je peux te donner comment s'appelle un programme ou une planification qui va pas te plaire. Tu vas me l'acheter, moi, le programme, et tu vas jamais le faire. T'adhères pas. Donc ça passe sur Ouais, ça. certains échanges, etc. Après, attention, il y en a, il y en a, ils souhaitent pas forcément ça, tu vois. Il y en a, ils veulent juste avoir un schéma d'entraînement et c'est tout. Maintenant, celui qui veut une réelle individualisation ou qui a réellement l'envie de perfer dans ce qu'il fait, bien sûr, le distanciel, ça existe, c'est présent et ça marche. Mais comme je l'ai dit juste avant, il faut que ce soit fait de manière cadrée et carrée pour que ça donne et que ça porte ses fruits, tu vois. Ok. Eh bien, écoute, Kovac, merci pour ton temps. J'espère que les auditeurs auront apprécié ce premier épisode. Merci à Euh, toi. les gars, Merci à toi. je vous invite à aller suivre Kozak sur ses réseaux. Vous avez ses réseaux en description. Ah, tu N'hésitez pas sais, aussi. Ouais. tu connais, je suis assez discret sur les réseaux. Ouais. Je suis pas le type de personne qui publie tout le temps ou qui. Mais en tout C'est pour cas, ça que je te remercie de m'accorder du temps et de venir un petit peu donner pas de souci. de ton énergie et ton savoir. Et voilà, c'est la moindre des choses. Si les gens ont envie de te suivre un petit peu, te donner un petit peu de force, bien que t'en as pas besoin, mais t'en as Ça beaucoup de sera avec force plaisir. déjà. Voilà, exactement. Et surtout, moi, je voulais inviter les auditeurs qui seront restés jusqu'à la fin du podcast à poser des questions sur la préparation physique. On a déjà De ouf, de voilà, ouf. une série de plusieurs épisodes avec des thèmes bien prédéfinis où on va parler bien sûr du MMA, mais pas que. Voilà, parce que ben, tu as préparé, comme tu l'as dit, des athlètes dans plusieurs disciplines. Donc ça va être intéressant aussi d'élargir un petit peu les sujets, les horizons. Mais voilà, moi j'invite vraiment les gens, si vous avez des questions sur des combattants, voilà, et on vous prépare aussi un autre épisode sur un combattant. Moi j'ai encore plein de questions à te poser, Kozak, sur la préparation physique. C'est que le début, donc voilà les gars, j'espère que vous vous êtes régalés avec les fondamentaux. Kozak, je te remercie, je te souhaite une bonne soirée. Je te remercie encore. Je te remercie encore. Et comme tu as dit, n'hésitez surtout pas, les gars, si vous avez des questions, si on peut vous aider, des questionnements, pour découvrir un peu ce que c'est la préparation physique. Peut-être qu'il y en a plein qui avaient aussi une idée reçue sur la préparation physique. Si on peut aider, entre guillemets, à donner des réponses ou peut-être potentiellement même créer de l'envie chez certains d'aller se lancer sur ce genre de poste-là, de travail-là, ça avec plaisir. Moi, je me souviendrai toujours quand j'avais dit à ma responsable euh, d'université que je voulais faire préparateur physique, elle m'a dit non, mais ça, c'est pas un métier, ça n'existe pas, ça. Et puis au final, aujourd'hui, tu te rends compte que c'est un métier qui est vraiment primordial dans la haute performance. Donc, les gars, toutes les personnes qui sont passionnées de préparation physique, il y a du travail, ne vous inquiétez pas. En tout cas, comme tu l'as dit, toutes les questions, n'hésitez surtout pas si on peut vous aider, si on peut y répondre, et ce sera avec plaisir. Et en tout cas, je te remercie encore pour ce temps-là, et avec plaisir de pouvoir revenir sur ta chaîne et refaire d'autres vidéos.